Les portes monumentales de la chambre du Conseil galactique s'ouvrirent avec un sifflement, dévoilant un spectacle qui aurait paralysé d'effroi la plupart des êtres de la galaxie. 12 espèces distinctes siégeaient autour de l'immense table circulaire, chacune arborant un armement impressionnant. L'air vibrait de tension, des armes énergétiques résonnaient doucement, et des lames ancestrales scintillaient sous les lumières artificielles. Les Zéphiriens, fidèles à leurs habitudes, furent les premiers arrivés. Leur corps reptilien était recouvert d'armures cérémonielles qui servaient également de protection efficace. Sistak, chef de guerre, portait une épée plasma à son côté, flanquée de 2 gardes du corps. Ses yeux jaunes scannaient constamment la pièce, à l'affût de toute menace. C'était leur nature. En face d'eux, la délégation Manturie s'agitait discrètement. Ces êtres insectoïdes se déplaçaient en groupes de 7, chacun porteur de bioarmes intégrées à leur propre corps. Leurs yeux à facettes captaient la lumière en une myriade de couleurs, observant chaque mouvement dans la salle. La confiance n'était pas une vertu innée pour un esprit de ruche. Les Voraques cristallins s'étaient postés près des conduits énergétiques alimentant la station. Leur corps émettait une faible lueur bleue, de petits éclairs dansant entre leurs doigts. Ils avaient la capacité de transformer n'importe quel dispositif électronique en arme si nécessaire. Leur délégué, une entité nommée Résonance de la Victoire, était debout plutôt qu'assis, l'énergie crépitant autour de lui comme un orage. Progressivement, les autres espèces firent leur entrée. Les Gromax, dans leurs exosquelettes motorisés, chacun de la taille d'un petit édifice. La confédération athéréenne flottant dans des champs de confinement, leurs formes gazeuses passant de l'invisible au visible. Les collecteurs d'os, porteurs de leurs armes traditionnelles fabriquées à partir des squelettes de leurs adversaires. Chaque groupe apportait une puissance de feu suffisante pour raser une cité. Puis, la délégation humaine apparut. Le commandant Jake Peterson franchit les portes, vêtu d'un simple uniforme bleu, sans armure, sans armes et sans garde du corps. Il ne portait qu'une tablette de données basique et une tasse de café. Derrière lui suivait l'amiral Lisa Carr et 3 autres humains, tous aussi désarmés. Leur attitude paraissait presque absurde de pacifisme, comparée aux arsenaux ambulants déjà installés autour de la table. La réaction fut instantanée. La tête de Sistak s'inclina sur le côté, signe de confusion chez son peuple. Le bourdonnement des Manturies s'intensifiait, traduisant une communication rapide entre eux. Les décharges énergétiques des Vorax s'accentuèrent, projetant de petites étincelles dans l'air. « Où sont vos armes, humains » demanda Sistak, sa voix trahissant le sifflement naturel de son espèce. « Pensez-vous que c'est un rassemblement pacifique ? Nous affrontons les chasseurs du vide. Ils ont déjà anéanti 3 systèmes stellaires. » Jake Peterson sourit et s'assit à la table. « Nous savons précisément à qui nous faisons face, chef de guerre. C'est justement pourquoi nous sommes venus désarmés. » Cette réponse sembla plonger les extraterrestres dans une confusion encore plus grande. La voix mécanique du délégué Gromax résonna depuis son armure. Confusion enregistrée. Les humains semblent présenter un dysfonctionnement cognitif. L'évaluation de la menace indique un danger maximal. La réponse logique est un armement maximal. L'amiral Lisa K se leva lentement, veillant à ce que ses mouvements soient calmes et non menaçants. « Je comprends votre perplexité. Permettez-moi d'expliquer notre philosophie. Nous avons étudié tous les principaux conseils de guerre de l'histoire galactique. Nous avons analysé les données. » Elle activa un affichage holographique au centre de la table. Des chiffres et des graphiques apparurent, présentant des statistiques de centaines de conflits antérieurs. Au cours des 1000 dernières années, 342 conseils de guerre majeurs ont été formés pour faire face à des menaces à l'échelle galactique. Parmi ces conseils, ceux où chaque délégué était armé, seulement 79 ont réussi à maintenir leur unité tout au long du conflit, ce qui représente un taux de succès de 23%. Les chiffres planaient dans l'air, tels des accusations silencieuses. Les délégués extraterrestres examinèrent les données, puis se regardèrent. De nombreuses mains se rapprochèrent de leurs armes. « Votre argument » demanda la déléguée athéréenne, sa voix émanant d'un dispositif de traduction.
sa forme gazeuse ne lui permettant pas de communiquer dans une atmosphère. L'argument est que les conseils armés ont tendance à se désintégrer, répondit Jake Peterson en sirotant son café. Quand tout le monde est prêt à se battre, quelqu'un finit par le faire, généralement les uns contre les autres, plutôt que contre le véritable ennemi. La forme cristalline de résonance de la victoire pulsa plus vivement. Vous suggérez de nous désarmer, de nous rendre vulnérables à la trahison. C'est de la folie. Non, répliqua Lisaka. Nous suggérons, nous, les humains, de servir de médiateurs neutres. Nous ne pouvons menacer personne ici, donc vous n'avez pas besoin de nous menacer. Nous pouvons circuler librement entre vos groupes, transmettre des messages et faciliter la coordination sans que personne ne s'inquiète de nos intentions cachées. Le délégué des collecteurs d'os ricana, un bruit évoquant des roches concassées. Les humains se croient spéciaux. Ils pensent être au-dessus du besoin d'armes. Vous êtes une espèce de proie, oui, faible et molle. Jake Peterson hocha calmement la tête. Vous avez absolument raison. Nous sommes mous. Nous n'avons pas d'armure naturelle comme les Zéphiriens. Nous ne pouvons pas générer d'armes énergétiques comme les Vorax. Nous n'avons pas l'intelligence collective des Manturies, ni la force brute des Gromax. Nous sommes probablement l'espèce physiquement la plus faible de cette pièce. Alors pourquoi devrions-nous vous écouter? Exigea Sistak. Parce que, déclara Jake, se levant et marchant lentement autour de la table, nous avons survécu à tout ce que notre galaxie nous a infligé, non pas en étant les plus forts, mais en étant les meilleurs pour collaborer avec les autres. Nous n'avons pas besoin d'être le plus grand prédateur de la pièce. Nous devons être l'espèce à laquelle tous les prédateurs font confiance. Tandis qu'il avançait, aucun des délégués extraterrestres ne porta la main à ses armes. Ils auraient pu le tuer aisément, mais quelque chose dans son calme et sa confiance les fit hésiter. Il s'arrêta derrière la délégation Manturie. « Votre esprit de ruche vous assure une coordination parfaite au sein de votre propre peuple, leur dit-il. Mais cela rend difficile la confiance envers les étrangers, car vous ne pouvez pas lire leurs pensées. » Les Manturies bourdonnèrent doucement, reconnaissant la véracité de ses propos. Il se dirigea vers les Vorax. « Votre manipulation énergétique vous confère une puissance incroyable, mais cela signifie aussi que tout le monde vous perçoit comme une menace potentielle. Même vos alliés gardent leur distance. La lueur de résonance de la victoire faiblit légèrement. Cela aussi était vrai. Jake acheva son tour de table et regagna son siège. Chaque espèce ici a évolué pour être des prédateurs ou pour se défendre contre eux. Cela vous a rendus tous forts, mais cela vous a aussi rendus tous méfiants les uns envers les autres. Vous ne pouvez pas y échapper. C'est dans votre nature. L'amiral K activa un autre affichage holographique. Les chasseurs du vide sont à 3 jours du secteur Kepler. Ils ont tout détruit sur leur passage. Nous avons besoin d'une réponse unifiée, et nous en avons besoin maintenant. La question est, voulez-vous un conseil où tout le monde passe la moitié de son temps à se surveiller mutuellement pour déceler des signes de trahison, ou en voulez-vous un où vous pourrez vous concentrer entièrement sur l'ennemi? La chambre tomba dans un silence pesant, rompu seulement par le bourdonnement des diverses armes et le crépitement doux du champ énergétique Vorak. Les délégués extraterrestres se regardèrent, puis tournèrent leur regard vers les humains, avant de se fixer sur les rapports dévastateurs des attaques des chasseurs du vide diffusés sur les affichages holographiques. Finalement, Sistak prit la parole. « Que proposez-vous, humains ?» Jake Peterson sourit et ouvrit sa tablette de données. Nous proposons de vous montrer quelque chose qu'aucune autre espèce n'a jamais vu. Un plan de bataille conçu par quelqu'un qui n'aspire pas à être le héros de l'histoire. Quelqu'un qui souhaite simplement que chacun rentre chez soi en toute sécurité. La réunion qui allait sceller le destin de la galaxie était sur le point de commencer. L'amiral Lisaka le rejoignit, ajoutant ses propres données à l'affichage. Il montre également un schéma d'évitement de certains types de résistance. Observez le système Hesperis. Les Zéphiriens y ont établi leur position avec toute leur force. Les chasseurs du vide l'ont complètement contourné et ont frappé 3 systèmes sans défense à la place. Le capitaine Ben Murphy et d'autres officiers humains s'avancèrent. Ils ne cherchent pas de bataille glorieuse. Ils veulent des victoires faciles et un progrès constant. Chaque fois qu'une défense coordonnée, impliquant plusieurs espèces travaillant ensemble, est mise en place, les chasseurs du vide se retirent et choisissent une cible plus facile. Les délégués extraterrestres se contorsionnèrent inconfortablement.
Ce n'était pas la façon dont ils concevaient la guerre. Dans leur esprit, l'ennemi devait désirer affronter les adversaires les plus forts pour prouver sa supériorité. « Que suggérez-vous » demanda la déléguée atéréenne, sa forme gazeuse tourbillonnant d'agitation. Jake activa un nouvel affichage montrant des itinéraires d'évacuation et des schémas de circulation des transports civils. Nous suggérons que ce n'est pas vraiment un problème militaire. C'est un problème logistique. Les chasseurs du vide réussissent parce qu'ils créent le chaos et la panique. Les gens fuient dans toutes les directions, engorgeant les couloirs spatiaux et rendant impossible une défense coordonnée. L'affichage montrait comment les évacuations précédentes avaient échoué. Des vaisseaux étaient entrés en collision en essayant de s'échapper par les mêmes points de saut. Les vaisseaux militaires avaient été ralentis par le trafic civil. Les convois de ravitaillement s'étaient retrouvés bloqués derrière des flottes de réfugiés. « Votre solution, c'est de mieux fuir », exigea Sistak, sa queue fouettant l'air d'irritation. « Notre solution, c'est de rendre la fuite inutile », répliqua Ben Murphy. « Observez ce schéma. Les chasseurs du vide attaquent par vagues. D'abord, ils envoient des éclaireurs pour identifier les cibles et créer la panique. Ensuite, ils envoient des raids pour perturber les communications et les lignes d'approvisionnement. Enfin, ils déploient leurs forces principales pour achever ce qui reste. » L'ISACA mit en évidence la chronologie. Il y a toujours un intervalle de 6 jours entre le premier contact des éclaireurs et l'attaque principale. 6 jours pendant lesquels tout le monde panique et prend de mauvaises décisions au lieu de se préparer correctement. Nous proposons d'utiliser ces 6 jours différemment, poursuivit Jake. Au lieu que chaque espèce défende son propre territoire, nous créons des groupes de défense mobiles. Des flottes mixtes composées de vaisseaux de plusieurs espèces, chacune couvrant un aspect différent de la bataille. L'affichage montra une nouvelle formation. Les vaisseaux zéphiriens fournissaient une puissance de feu lourde, mais ils étaient protégés par les boucliers énergétiques Vorax et appuyés par des chasseurs en essaim Manturie. Les vaisseaux Gromax servaient de forteresses mobiles, où les navires endommagés pouvaient s'abriter et se réapprovisionner. Les collectionneurs d'os géraient les abordages en combat rapproché, a expliqué Ben. La Confédération athériale, elle, pourrait fournir de la reconnaissance et des communications non interceptables. Chaque espèce apporte ses meilleures compétences, mais les délégués extraterrestres semblaient sceptiques face à l'idée d'une force unifiée. Les Manturies bourdonnaient rapidement entre eux. La complexité de la coordination augmente exponentiellement avec des opérations de flotte mixte. Le cerveau collectif ne peut pas contrôler efficacement les vaisseaux non Manturies. C'est exactement pourquoi vous avez besoin de nous, déclara doucement Jake. Nous, les humains, sommes des spécialistes de la coordination entre groupes variés. Nous l'avons fait toute notre histoire sur notre planète. Nous avons eu des centaines de cultures, de langues et de manières de penser différentes. Nous avons appris à les faire travailler ensemble. Il s'approcha de la délégation Mantari. Vous n'avez pas besoin de contrôler les autres vaisseaux. Il vous suffit d'avoir confiance qu'ils feront leur travail, et ils ont besoin de vous faire confiance pour que vous fassiez le vôtre. Se tournant vers les Vorak, il poursuivit. Vos boucliers énergétiques peuvent protéger les vaisseaux zéphériens pendant qu'ils chargent leurs armes uniques. Leurs canons à plasma peuvent fournir une couverture pendant que vous rechargez vos barrières. Il ne s'agit pas de savoir qui est le plus fort, mais de timing. La forme cristalline de Resonance of Victory pulsa pensivement. Coopération tactique possible, mais exigence de confiance importante. La confiance se construit par des succès partagés, dit Lisa Kane. Nous proposons des exercices d'entraînement conjoints avant l'arrivée des chasseurs du vide. De petites missions où différentes espèces travaillent ensemble sur des objectifs simples construisent progressivement la confiance. Le silence tomba dans la pièce, tandis que les extraterrestres considéraient cette proposition. Cela allait à l'encontre de tous leurs instincts. Leurs espèces avaient survécu en étant autonomes, en ne faisant confiance qu'à leurs propres semblables. Comment savoir si vous, les humains, n'essayez pas simplement de nous contrôler ? Demanda le délégué collectionneur d'os, sa voix comme une pierre meulante. Jake Peterson sourit. Parce que nous sommes les seuls ici qui ne peuvent contrôler personne. Nous n'avons pas de pouvoirs mentaux comme les Manturies. Nous ne pouvons pas drainer d'énergie comme les Vorak. Nous ne pouvons intimider personne comme les Gromax. Tout ce que nous pouvons faire, c'est suggérer et coordonner. « Et si nous n'aimons pas vos suggestions ?» demanda Suzak. « Alors vous les ignorez ?» dit Ben Murphy simplement.
Nous ne sommes pas vos commandants, nous sommes vos traducteurs. Quand les Apiriens veulent charger en avant et les Manturis veulent encercler l'ennemi, nous vous aidons à trouver comment faire les deux en même temps. L'amiral Kane activa une dernière projection. Le choix vous appartient. Vous pouvez chacun combattre les chasseurs du vide séparément en utilisant les mêmes tactiques qui ont déjà échoué 17 fois, ou vous pouvez essayer quelque chose de nouveau. La projection montrait 2 scénarios. Dans le premier, chaque espèce combattait seule et était vaincue une par une. Dans le second, elles combattaient ensemble et les chasseurs du vide battaient en retraite pour trouver une proie plus facile. La prochaine vague d'attaque commence dans 3 jours, dit Jake, regagnant sa place. Quoi que nous décidions, nous devons le décider maintenant. Le débat durait depuis 2 heures. Chaque espèce avait des opinions sur la proposition humaine, et la plupart de ces opinions impliquaient les mots « impossible » ou « suicidaire ». Les Manturis insistaient sur le fait que leur tactique de cerveau collectif ne pouvait être adaptée pour inclure des étrangers. Les Apiriens arguaient que leur code d'honneur les empêchait de se cacher derrière des boucliers énergétiques. Les Vorax affirmaient que partager leur technologie énergétique les rendrait vulnérables. Jake Peterson resta silencieux pendant tout ce temps, prenant occasionnellement des notes sur sa tablette. Il n'argumentait pas, ni n'essayait de convaincre quiconque. Il écoutait et hochait la tête, posant parfois de simples questions qui poussaient les orateurs à réfléchir plus attentivement à leur position. La doctrine de combat Gromax exige une chaîne de commandement claire, annonça le délégué mécanique, qui commande une flotte mixte, qui donne les ordres pendant le combat. Avant que Jake ne puisse répondre, les lumières de la chambre vacillèrent. Des alarmes d'urgence commencèrent à retentir dans toute la station. Les portes blindées menant à la chambre se fermèrent avec un lourd bruit sourd qui résonna dans la pièce. « Alerte de sécurité !» retentit une voix sur le système de communication. « Infiltré hostile détecté. Tous les délégués doivent rester en position sécurisée jusqu'à ce que la menace soit neutralisée. » La réaction fut immédiate et prévisible. Des armes apparurent dans des mains qui étaient vides quelques instants auparavant. Les Apiriens formèrent un cercle défensif autour de leur chef, leurs épées à plasma bourdonnant de vie. Les Manturis se dispersèrent dans la pièce, leurs bio-armes s'étendant de leurs bras comme des fleurs mortelles épanouies. Les décharges énergétiques Vorax augmentèrent considérablement, créant une barrière crépitante autour de leur position. Chaque espèce supposait que chaque autre espèce pouvait être la menace. Les collecteurs d'os pointèrent leurs armes sur la Confédération atéréale, les suspectant d'utiliser leur forme gazeuse pour infiltrer la station. Les Gromax activèrent leur système d'armure et ciblèrent quiconque bougeait trop vite. L'alliance délicate qui s'était lentement formée s'effondra en quelques secondes. « Halte !» siffla Sustak aux Manturis qui s'étaient positionnés trop près de sa délégation. « Maintenez la distance ou subissez les conséquences. La ruche détecte des niveaux de menace élevés de la part de la position Zaphiran, » répondirent les Manturis, leur bourdonnement prenant un ton de colère. « Recommande la dispersion immédiate de tout le personnel armé. » La barrière énergétique Vorax s'étendit, repoussant tous les autres vers les murs. Protocole défensif engagé. Tous les organismes vivants maintenaient une distance de sécurité minimale. Au milieu de ce chaos, les 5 humains restèrent exactement là où ils étaient assis. Ils n'avaient ni armes à dégainer, ni position défensive à prendre, ni armures à activer. Ils étaient complètement vulnérables. Et quelque part, cela les rendait les personnes les plus en sécurité dans la pièce. « Amiral Kane !» dit Jake calmement, comme si des armes énergétiques mortelles n'étaient pas pointées dans toutes les directions autour de lui. « Pourriez-vous vérifier les capteurs internes de la station, découvrir à quoi nous sommes réellement confrontés ?» Lisa Kane se leva lentement et marcha vers la console de contrôle centrale. Chaque alien dans la pièce suivit son mouvement, mais aucun d'eux ne pointa d'arme sur elle. Elle ne pouvait menacer personne. Elle n'était donc pas perçue comme une menace. Les capteurs montrent 3 signes de vie non autorisés dans la section inférieure de l'ingénierie, rapporta-t-elle après un instant. Ils se dirigent vers le cœur d'énergie primaire. Le lieutenant Amy Foster, l'une des autres officiers humaines, se dirigea vers la délégation Manturie. Ils auraient pu la tuer d'une pensée, mais au lieu de cela, ils la laissèrent approcher. Vos biocapteurs sont plus sensibles que l'équipement de la station. Pouvez-vous détecter l'espèce des intrus? Les yeux composés des Manturis se concentrèrent sur elle un instant.
puis ils se mirent à bourdonner rapidement entre eux. La ruche confirme 3 signes de vie. Signatures énergétiques correspondent. Unité de reconnaissance des chasseurs du vide. La nouvelle envoya une nouvelle vague de tension à travers la pièce. Il ne s'agissait pas seulement de saboteurs ou d'ennemis politiques. C'étaient des éclaireurs avancés de la force même qu'ils avaient prévu de combattre. Ils essaient probablement de désactiver les défenses de la station avant l'attaque principale, dit le sergent Dan Clark, un autre officier humain. Il marcha calmement vers la position Vorak. Resonance of Victory. Vos gens peuvent-ils tracer le réseau électrique et identifier les systèmes les plus vulnérables? La forme cristalline de l'être pulsa plus vivement alors qu'il s'interfaçait avec les systèmes électriques de la station. Le cœur d'énergie montre des fluctuations. Les chasseurs du vide tentent de créer une défaillance en cascade. « Combien de temps nous reste-t-il » demanda Jake. 17 minutes avant la défaillance totale du système, fut la réponse. Les délégués armés se regardèrent avec une suspicion croissante. Les collectionneurs d'os accusèrent la Confédération athéréale de laisser les intrus entrer grâce à leur technologie de phase dimensionnelle. Les éthériens suggérèrent que l'une des autres espèces était secrètement alliée aux chasseurs du vide. Les Manturis calculèrent la probabilité de trahison de chaque délégation et les trouvèrent toutes inacceptablement élevées. Pendant ce temps, le capitaine Ben Murphy s'était approché des portes blindées scellées. Ces serrures d'urgence ne peuvent être ouvertes que depuis le centre de sécurité ou par quelqu'un ayant un accès à l'ingénierie. Nous devons descendre là-bas et arrêter le sabotage, mais nous ne pouvons pas le faire d'ici. Les conduits de ventilation, suggéra Amy Foster. Ils sont trop petits pour la plupart des espèces, mais les humains pourraient s'y glisser. Absolument pas, tonna le délégué Gromax. Les humains entrant dans l'infrastructure de la station représentent un risque de sécurité, pourraient faire partie d'une attaque coordonnée. Alors que suggérez-vous? Demanda Jake doucement. Le silence tomba dans la pièce, à l'exception du bourdonnement des armes et du crépitement des champs d'énergie. Chaque espèce avait le pouvoir de briser les portes blindées ou d'accéder à la section d'ingénierie, mais aucune d'elles ne faisait suffisamment confiance aux autres pour abaisser leurs défenses. Elles étaient piégées par leurs propres soupçons. « Je vais y aller, » dit Jake, se levant et marchant vers la grille de ventilation. « Je suis désarmé, donc je ne peux pas planifier d'attaque. Et si je ne reviens pas, vous saurez que les chasseurs du vide m'ont tué. »« C'est de la folie, » protesta Tak. « Tu es une peau fine. Tu n'as pas d'armure, pas d'armes, aucun moyen de te défendre contre les éclaireurs des chasseurs du vide. »« C'est exactement pourquoi je dois y aller, » répondit Jake, sortant une simple trousse à outils de la poche de son uniforme. « Tout le monde dans cette pièce est trop dangereux pour faire confiance. Vous vous regardez tous en vous demandant qui pourrait vous trahir. Mais personne ne craint que je ne trahisse qui que ce soit, car je ne pourrais pas vous faire de mal, même si je le voulais. » Il commença à dévisser la grille de ventilation. « Amy, j'ai besoin que tu coordonnes avec les Manturis. Leurs biocapteurs peuvent suivre ma progression et me guider vers le bon emplacement. Dan, travaille avec les Vorak pour surveiller les systèmes d'alimentation et me dire lesquels prioriser. Ben, fais en sorte que les Apiriens préparent une équipe de frappe au cas où je rencontrerai des problèmes que je ne pourrai pas gérer. Et nous ?» demanda le délégué Gromax. « Gardez la pièce, » dit Jake simplement. « Si c'est un piège et qu'il y a d'autres intrus qui arrivent, nous devons savoir que cette chambre est sécurisée. » Alors qu'il grimpait dans le conduit de ventilation, quelque chose de remarquable se produisit. Les délégués extraterrestres collaborèrent, non par confiance mutuelle, mais parce qu'ils accordaient leur confiance à l'humain qui s'était rendu entièrement vulnérable pour les soutenir tous. Les Manturis fournirent des données détaillées de capteurs. Les Vorak surveillèrent chaque fluctuation de puissance. Les Aphiriens se positionnèrent pour répondre à toute urgence. Même les espèces qui, quelques instants auparavant, pointaient des armes les unes sur les autres, commencèrent à coordonner leurs efforts. La voix de Jake parvint via le système de communication alors qu'il se faufilait à travers les conduits étroits. « Je vois la section d'ingénierie. 3 silhouettes travaillent sur le cœur énergétique. Elles ne m'ont pas encore remarqué. La ruche recommande une approche furtive. » Les Manturis bourdonnèrent. Les éclaireurs chasseurs du néant ont des capacités sensorielles améliorées. Les capteurs Fortac indiquent que le couplage de puissance principale est endommagé à 73%. Résonance de victoire signalée.
cible prioritaire pour la réparation. La réponse de Jake fut calme et assurée. Compris. Je vois le couplage sur lequel il travaille. Donnez-moi 30 secondes pour me positionner, puis créer une diversion. Quel genre de diversion? Demanda Sisak. Vous trouverez bien quelque chose, répondit Jake. Vous êtes tous très doués pour être menaçants. La chambre explosa en une action coordonnée. Chaque espèce apporta ses forces pour aider l'humain désarmé qui avait volontairement risqué sa vie pour tous. Et pour la première fois depuis le début du Conseil, ils ne se surveillaient plus pour des signes de trahison. Ils observaient tous la même cible. La voix de Jake Peterson grésilla à travers le système de communication alors qu'il travaillait dans la section d'ingénierie. Le couplage de puissance est de nouveau opérationnel. Les éclaireurs chasseurs du néant se retirent par les tunnels de maintenance. Je ne peux pas les suivre ici, mais ils se dirigent vers le quai d'amarrage. Équipe d'intervention Zéphyrion en route, annonça Sisak, sa suspicion naturelle temporairement oubliée. Nous intercepterons au quai d'amarrage 7. Négatif. La voix de Jake revint. Laissez-les partir. La chambre éclata en protestation. Les délégués Gromax. Une voix mécanique résonna. Acquisition de cible optimale. Pourquoi permettre l'évasion de l'ennemi? Parce que nous voulons qu'ils fassent leur rapport à leur commandant, expliqua Jake en remontant le conduit de ventilation. Nous voulons que les chasseurs du néant pensent que leur sabotage a fonctionné. Laissez-les croire que les défenses de la station sont compromises et que le Conseil est en plein chaos. Tandis que Jake émergeait, couvert de poussière mais indemne, quelque chose avait fondamentalement changé dans la pièce. Les armes étaient toujours dégainées, mais elles ne pointaient plus les unes sur les autres. Les délégués extraterrestres regardaient les humains avec un sentiment inédit. Du respect. Tromperie tactique. Les Monturis bourdonnèrent d'approbation. La ruche calcule 73% de probabilité que l'excès de confiance de l'ennemi conduise à des erreurs stratégiques. La générale Carol Wright, qui surveillait la situation depuis le centre de commandement humain, apparut sous forme d'hologramme dans la chambre. La tentative de sabotage confirme nos renseignements sur les tactiques des chasseurs du néant. Ils essaient toujours de diviser leurs ennemis avant d'attaquer. La question est, allons-nous les laisser réussir? Le cristal de résonance de Victoire s'assombrit tandis qu'il traitait cette information. Interrogation. L'humain Peterson a risqué l'élimination pour préserver l'Alliance. La doctrine tactique standard suggère la préservation individuelle plutôt que les objectifs de groupe. Explication requise. Jake secoua la poussière de son uniforme et se rassit à la table. C'est la différence entre la pensée militaire humaine et celle des autres. Nous ne considérons pas la survie individuelle et la survie de groupe comme des choses distinctes. Si le groupe échoue, l'individu échoue aussi. L'amiral Lisa Kane réactiva l'écran central, mais cette fois, il affichait des statistiques différentes. Carol a raison sur la nécessité d'aborder le vrai problème ici. Nous avons tourné autour pendant des heures, mais quelqu'un doit le dire directement. L'écran montrait les registres de combat de chaque espèce présente dans la pièce. Taux de victoire, statistiques de perte, durée d'alliance réussie. Les chiffres peignaient un tableau clair. Chaque espèce était formidable en combat individuel, mais terrible pour maintenir une coopération à long terme. L'Empire zappérien a remporté 847 campagnes militaires distinctes au cours du siècle dernier, continua Lisa. Un palmarès impressionnant, mais vous avez également eu 23 guerres civiles et 156 duels honorifiques entre clans alliés lors d'opérations conjointes. La queue de Suzac fouetta l'air d'irritation, mais il ne nia pas l'accusation. La collectivité Monturi a une coordination parfaite au sein de la ruche, poursuivit-elle, mais vous n'avez jamais réussi à maintenir une alliance avec des espèces non ruches pendant plus de 6 mois. La confiance exige une prise de décision individuelle, et ce n'est pas ainsi que fonctionnent les esprits collectifs. Le bourdonnement de la délégation Monturi s'atténua, reconnaissant la vérité. Les Vorak possèdent la technologie défensive la plus avancée de la galaxie, mais vos barrières énergétiques rendent la coopération physique impossible. Vous ne pouvez littéralement laisser personne s'approcher suffisamment pour travailler efficacement avec vous. Une par une, Lisa passa en revue chaque espèce, soulignant les avantages évolutifs qui les avaient rendus de grands guerriers, mais de terribles alliés.
Les gros max étaient trop littéraux pour comprendre la tromperie et la désinformation. Les récolteurs d'os valorisaient la gloire personnelle au détriment de la victoire de groupe. Le déphasage de la Confédération atéréenne rendait impossible toute coordination en temps réel. Alors pourquoi devrions-nous écouter les humains? Demanda le délégué des récolteurs d'os. Vous admettez être plus faible que nous tous. Qu'est-ce qui vous rend meilleur à la guerre? Le docteur Frank Miller, le xénopsychologue humain, s'avança. Nous ne sommes pas meilleurs à la guerre, nous sommes meilleurs à la coopération. Et dans le conflit galactique moderne, la coopération est plus importante que la force individuelle. Il activa un nouvel affichage montrant l'histoire évolutive humaine. La plupart des espèces ont évolué soit à partir de prédateurs, soit d'animaux de proie. Les prédateurs ont développé la force et les instincts agressifs. Les animaux de proie ont développé des capacités défensives et des comportements territoriaux. Les deux stratégies de survie vous ont rendu naturellement suspicieux envers les étrangers. L'écran montrait diverses planètes d'origine extraterrestre et leur pression évolutive dominante. Chacune avait produit des espèces qui étaient soit des chasseurs naturels, soit des défenseurs naturels. Les humains ont évolué différemment, continua Frank. Nous étions des chasseurs-cueilleurs de persistance. Nous n'attrapions pas nos proies en étant plus rapides ou plus forts. Nous les attrapions en travaillant ensemble et en ne renonçant jamais. Un seul humain ne pouvait pas tuer un mammouth, mais 10 humains avec un plan le pouvaient. L'écran montrait les premiers schémas de chasse humaine. Des groupes d'humains primitifs traquant de grands animaux sur de vastes distances, se relayant pour épuiser des proies qui étaient individuellement beaucoup plus puissantes que n'importe lequel d'entre eux. Plus important encore, nous vivions en petits groupes tribaux qui devaient coopérer avec d'autres tribus pour survivre. Nous ne pouvions pas seulement faire confiance à notre propre famille ou à notre ruche. Nous devions apprendre à faire confiance à des étrangers, à travailler avec des gens qui pensaient différemment de nous, à construire des alliances avec des groupes qui pourraient être des concurrents demain. Jake Peterson se leva de nouveau, mais cette fois son mouvement était différent. Les extraterrestres le regardaient avec attention plutôt que suspicion. Chaque chef militaire humain apprend un principe fondamental de nos premières guerres, dit-il. Le camp qui maintient une meilleure communication et coordination battra généralement le camp avec de meilleures armes. Nous l'avons constaté à maintes reprises dans notre histoire. Mais les chasseurs du néant ont de meilleures armes que nous tous réunis, fit remarquer le délégué éthéré. C'est exactement pourquoi nous devons être meilleurs en coordination, répondit Ben Murphy. Regardez à nouveau leur schéma d'attaque. Ils ne détruisent pas les choses au hasard. Ils ciblent spécifiquement les réseaux de communication et les structures de commandement. Ils veulent que nous nous battions en tant qu'individus, parce qu'ils savent qu'ils peuvent nous battre individuellement. La capitaine Amy Foster se dirigea vers l'écran tactique. La tentative de sabotage ne concernait pas vraiment le cœur énergétique. Il s'agissait de tester si nous nous retournerions les uns contre les autres sous la pression. Et nous l'avons presque fait, jusqu'à ce que quelqu'un se rende suffisamment vulnérable pour que nous puissions lui faire confiance. C'est ça le secret, dit Carol Wright depuis son hologramme. La confiance ne se construit pas par la force. Elle se construit par une vulnérabilité calculée. Quand quelqu'un se rend suffisamment faible pour ne pas pouvoir vous faire de mal, il devient sûr de travailler avec lui. Les délégués extraterrestres se regardèrent les uns les autres. Pour la première fois depuis le début du Conseil, ils ne calculaient pas les niveaux de menace ou ne mesuraient pas la force relative. Ils réfléchissaient à la coopération. Césac fut le premier à parler. Dans la culture zéphirienne, montrer de la faiblesse invite l'attaque, mais les humains montrent de la faiblesse pour inviter l'alliance. L'esprit collectif ne peut pas comprendre le sacrifice individuel pour le bénéfice du groupe, admit le Mentari. Mais l'humain Peterson a démontré ce concept efficacement. Le champ d'énergie de résonance de victoire se stabilisa en une lueur constante et calme. Peut-être les protocoles défensifs Vorak empêchent-ils la coopération plutôt qu'ils ne la facilitent. Les tactiques humaines nécessitent un recalibrage des procédures standards, annonça le délégué Gromax. Les hypothèses antérieures sur la force et la faiblesse nécessitent une révision. Jake Peterson regarda autour de la table ces êtres terrifiants et puissants qui auraient pu le détruire d'une pensée. L'offre tient toujours. Nous pouvons coordonner vos forces individuelles en une stratégie combinée, mais seulement si vous êtes prêt à croire que quelqu'un qui ne peut pas vous menacer pourrait en fait essayer de vous aider. La chambre redevint silencieuse. Mais cette fois,
Ce n'était pas le silence de la suspicion. C'était le silence d'espèces qui n'avaient jamais envisagé la possibilité que leurs plus grands avantages évolutifs puissent aussi être leurs plus grandes faiblesses stratégiques. Les chasseurs du néant seront là dans 2 jours, leur rappela l'amiral Cain. Qu'allons-nous faire? 2 jours plus tard, le commandant Jake Peterson se tenait sur la passerelle du vaisseau amiral Unity, entouré des guerriers les plus dangereux de la galaxie. Il portait le même uniforme bleu simple, tenait la même tablette de données de base, et restait complètement désarmé. Mais à présent, les représentants de chaque espèce présents dans la pièce ne le regardaient plus avec confusion ou suspicion. Tous s'attendaient à ce qu'ils coordonnent leurs actions. Une flotte de chasseurs du vide détectée aux confins du système de Kepler fit savoir l'opératrice sensorielle manturienne, ses multiples yeux reflétant les affichages tactiques. La ruche confirme 847 vaisseaux ennemis approchant en formation d'attaque standard. Leurs éclaireurs ont dû rapporter que nos défenses étaient endommagées, déclara l'amiral Lisaka depuis son poste de communication. Ils arrivent avec assurance et agressivité, exactement comme nous l'espérions. À travers la baie vitrée gigantesque, la flotte combinée du Conseil galactique s'étendait en formation impeccable. Les croiseurs lourds aphiriens ancraient la ligne défensive, leurs canons à plasma se chargeant d'une lumière mortelle. Les chasseurs essaims manturiens dansaient entre les vaisseaux plus grands, tels des bancs de poissons métalliques. Des barrières énergétiques Vorak créaient une coquille protectrice scintillante autour de la formation entière. Position de la phase inconfirmée, annonça Jake calmement. Toutes les espèces sont prêtes. Les groupes de combats aphiriens se déclarent prêts à l'engagement, confirma Sistak depuis son trône de commandement. Son agressivité innée était toujours présente, mais elle était désormais entièrement focalisée sur l'ennemi qui approchait. Coordination de l'esprit ruche à une efficacité optimale, bourdonna le commandant de la flotte manturienne. Les 50 000 chasseurs synchronisés et préparés pour le déploiement. Matrice énergétique force stable. Résonance de la victoire signalée, pulsa sa forme cristalline, gorgée d'une énergie contenue. Les barrières défensives peuvent être étendues pour protéger les vaisseaux alliés. Un par un, chaque peuple confirma sa préparation. Les machines de guerre Gromax activèrent leurs canons massifs. Les collecteurs d'os préparaient leurs modules d'abordage. La Confédération éthéréenne commençait à faire passer ses vaisseaux dans des dimensions alternatives, prêts à frapper sous des angles impossibles. La flotte ennemie entre en portée maximale, annonça l'opératrice sensorielle. Ils maintiennent la formation standard des chasseurs du vide. Pas de signe qu'ils soupçonnent notre coordination. Jake étudiait l'affichage tactique, observant l'approche ennemie. Les chasseurs du vide se mouvaient telle une marée noire, leurs vaisseaux absorbant la lumière plutôt que de la refléter. Ils avaient détruit 17 systèmes stellaires avec les mêmes tactiques. Accabler les défenseurs par un nombre supérieur, semer la panique et le chaos, puis détruire systématiquement tout ce qui restait organisé. « N'oubliez pas le plan », dit Jake d'une voix posée. « Laissez-les croire qu'ils sont en train de gagner au début. Attirez-les dans le piège. » Tous les vaisseaux commencent le retrait tactique, annonça l'amiral Kane via les communications de la flotte. Faites en sorte que ça ressemble à une retraite désordonnée. La flotte combinée commença à se replier, mais ce n'était pas la déroute chaotique à laquelle s'attendaient les chasseurs du vide. Chaque espèce se retira selon ses inclinations naturelles, mais dans un schéma soigneusement coordonné. Les Aphiriens reculèrent lentement, maintenant leur formation défensive. Les Manturiens se dispersèrent dans toutes les directions, semblant perdre leur cohésion. Les barrières Vorak scintillaient et s'assombrissaient comme si elles cédaient sous la pression. Les chasseurs du vide mordent à l'hameçon, rapporta le lieutenant Amy Foster depuis la station tactique. Ils accélèrent leur avancée et rompent la formation pour poursuivre ce qu'ils croient être des vaisseaux en fuite. Phase 2, annonça Jake. La retraite apparente s'inversa soudainement. Des chasseurs manturiens qui avaient semblé se disperser au hasard convergèrent subitement. Des vaisseaux chasseurs du vide isolés furent encerclés depuis 6 directions différentes. Les canons à plasma zaphirien qui s'étaient éteints rugirent, ciblant les vaisseaux ennemis qui s'étaient trop avancés. Les barrières Vorak se remirent à pleine puissance, piégeant les vaisseaux chasseurs du vide avancés loin de leur force principale. Impact direct sur le vaisseau de commandement ennemi, rapporta Sitash avec satisfaction.
Leur coordination s'effondre. Mais Jake observait autre chose sur les écrans. Ils s'adaptent plus vite que prévu. Regardez les formations arrière. Ils ne paniquent pas comme leurs éclaireurs l'avaient signalé. La flotte des chasseurs du vide se réorganisait, rappelant ses unités avancées et formant une carapace défensive. Ils avaient réalisé que leurs renseignements sur les défenses de la station étaient erronés. Nouvelle formation ennemie détectée, bourdonna l'opérateur sensoriel manturien. Il suppose que nous avons une meilleure coordination que prévu. Phase 3, dit Jake. Montrez-leur à quel point nous sommes réellement coordonnés. Ce qui se produisit ensuite était sans précédent dans la guerre galactique. Au lieu de chaque espèce combattant selon ses propres tactiques, elles commencèrent à échanger leurs rôles en parfaite synchronisation. Les vaisseaux zaphiriens avancèrent pour prendre la place des chasseurs manthuriens à court de munitions. Les barrières Vorak s'étendirent pour protéger les vaisseaux Gromax pendant qu'ils rechargeaient leurs armes. Même les collecteurs d'os coordonnèrent leurs attaques d'abordage avec les frappes de phase de la Confédération éthéréenne. Les chasseurs du vide avaient affronté chaque espèce de la galaxie individuellement. Ils avaient développé des contre-mesures face à l'agression zaphirienne, aux tactiques d'essaim manthuriennes et à la manipulation énergétique Vorak. Mais ils n'avaient jamais été confrontés à une flotte où les vaisseaux zaphiriens pouvaient soudainement disparaître dans des dimensions alternatives, où les chasseurs manthuriens pouvaient se cacher derrière des barrières énergétiques impénétrables, ou où les canons Gromax pouvaient tirer à travers des boucliers de phase Vorak. La flotte ennemie est en pleine retraite, rapporta le capitaine Ben Murphy depuis sa position. Ils abandonnent leur attaque et se replient vers le système extérieur. Nous poursuivons, demanda le commandant de la flotte Gromax, avide d'une victoire décisive. Non, dit fermement Jake. Laissez-les partir. Ils doivent rapporter ce qu'ils ont vu ici. L'humain Peterson prononce des paroles de sagesse, reconnut Sistak. La victoire d'aujourd'hui ne signifie rien si demain apporte une force ennemie plus importante. 3 mois plus tard, Jake Peterson se trouvait dans une toute autre salle du Conseil. Celle-ci était sur Terre, au sein de la nouvelle Académie militaire galactique, érigée au milieu des collines aux abords de Genève. Loin des délégués armés regroupés en cercles suspicieux, de jeunes officiers issus d'une douzaine d'espèces œuvraient de concert à des postes tactiques communs. La clé de la coordination multi-espèces, expliquait la capitaine Amy Foster à une classe mixte de cadets, c'est de comprendre que chaque espèce possède à la fois des forces et des angles morts. Votre tâche n'est pas d'éliminer ces angles morts, c'est de s'assurer que les forces d'une autre espèce les couvrent. Un jeune cadet zaphirien leva la main. Instructeur Foster, comment surmonter nos instincts territoriaux naturels lors d'opérations conjointes? Amy sourit. On ne les surmonte pas, on les canalise. Vos instincts territoriaux vous rendent excellent pour défendre des positions spécifiques. Associez-vous à une unité manthurienne dont les instincts d'essaimage les rendent excellents pour les attaques mobiles. Laissez chacun faire ce pour quoi il est naturellement doué. Dans une autre salle de classe, Ben Murphy enseignait les protocoles de communication. Les Vorax communiquent par des schémas énergétiques. Les manthuriens pensent en calcul collectif. Et la Confédération éthéréenne existe simultanément dans plusieurs dimensions. Votre rôle en tant que coordinateur humain n'est pas de les faire tous penser de la même manière, c'est de traduire entre leurs différentes façons de penser. Cependant, la leçon la plus cruciale était dispensée dans le grand amphithéâtre, où Jake Peterson s'adressait à la promotion sortante. Des officiers de chaque espèce du Conseil galactique siégeaient ensemble, les anciennes méfiances naturelles étant désormais abolies. Vous avez tous acquis les compétences techniques de coordination et de coopération, leur expliqua-t-il. Mais la leçon la plus fondamentale n'est pas d'ordre technique, elle est personnelle. Il désigna l'assemblée hétéroclite du geste. Chaque être dans cette salle a évolué pour se méfier des étrangers. Cela a permis à votre espèce de survivre pendant des millions d'années, mais vous faites maintenant face à des menaces qu'aucune espèce ne peut gérer seule. Le secret n'est pas de cesser d'être ce que vous êtes. Un zaphirien ne devrait jamais cesser d'être agressif. Un manthurien ne devrait jamais abandonner l'esprit de la ruche. Une Vorak ne devrait jamais renoncer à sa manipulation énergétique. Il marqua une pause, contemplant les visages avides des jeunes officiers qui affronteraient bientôt des batailles à travers la galaxie. Le secret est de transformer votre force naturelle en protection pour autrui et de laisser la force naturelle des autres devenir votre propre protection.
La confiance ne consiste pas à devenir faible. La confiance consiste à se rendre mutuellement plus fort. L'amphithéâtre fut silencieux tandis que les cadets assimilaient cette leçon. Puis, une jeune officier Gromax leva sa main mécanique. « Instructeur Peterson, que se passe-t-il si nous rencontrons des ennemis qui ne peuvent être dignes de confiance, qui ne comprennent pas la coopération ?» Jake sourit, se remémorant la flotte de chasseurs du vide en train de se retirer du système de Kepler. « Alors, vous leur montrez ce que la coopération peut accomplir ? Parfois, la meilleure façon d'enseigner à quelqu'un la valeur du travail d'équipe est de lui démontrer ce qu'il manque en travaillant seul. » Alors que la cérémonie de remise des diplômes s'achevait et que les nouveaux officiers se préparaient à prendre leur poste dans la structure de commandement de la flotte unifiée, Jake reçut un message sur sa tablette. Il provenait de l'amiral Kane, désormais à la tête de la force de défense de la bordure extérieure. Chasseurs du vide repérés à l'approche d'Andromède. Flotte importante, nouvelle tactique. Il semble qu'eux aussi aient appris la coopération. Nous avons besoin de la première promotion de l'Académie, prête au déploiement. Jake regarda les jeunes officiers dire au revoir à leurs instructeurs et se préparer à quitter la Terre. Des Aphiriens et des Manthuriens partageant des données tactiques. Des Vorax et des Gromax coordonnant la logistique des approvisionnements. Des collecteurs d'os et la Confédération éthéréenne planifiant des missions de reconnaissance conjointes. « Capitaine Foster, lança-t-il, préparez la flotte. Il semblerait que nos étudiants soient sur le point d'affronter leur examen final. » Mais en observant les équipages multi-espèces embarqués sur leur vaisseau avec confiance et une foi mutuelle, Jake n'était pas inquiet. La galaxie avait appris quelque chose de nouveau. Et parfois, face à l'ennemi,